sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle émission. Venez, on va s'expliquer. Débat qui continue même pendant la pub sur l'immobilier, le marché immobilier américain, notamment à San Francisco. On en parlera une prochaine fois, messieurs. Là, cette fois-ci, il est temps de parler du scandale qui secoue les crypto-monnaies avec la faillite de la plateforme d'échange FTX. Pour répondre à 2-3 questions que j'ai envie de vous poser, messieurs, je rappelle que je suis en plateau avec Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora et de la Lettre des Affranchis, Gabriel Jiménez-Roche, professeur associé d'économie à Neoma Business School, qui est également en plateau avec nous, et en duplex avec Charles Sana, éditorialiste et économiste chez Insolentiae.com. Messieurs, concernant cette problématique, ce scandale qui secoue le monde des cryptos suite à l'annonce de la mise sous le chapitre 11 des faillites de la société FTX, plateforme d'échange dédiée aux crypto-monnaies, eh bien cette question revient souvent, on me la pose souvent, et ce depuis le départ en fait, depuis que les crypto-monnaies le public s'intéresse aux crypto-monnaies. Messieurs, existe-t-il une différence entre les schémas de Ponzi de Madoff et ceux de FTX et la chute de FTX, pardon. Alors oui, quand même. Donc c'est des schémas quand même bizarres, mais bon, il y a des différences. Un schéma de Ponzi, c'est des promesses de rendement qu'on fait à des investisseurs, mais qu'on paye en réalité avec des nouveaux entrants. Donc les autres investisseurs qu'on va convaincre, donc on va prendre leur argent, on paye les premiers entrants. Donc c'est ça un schéma de Ponzi. Donc il n'y a pas de rendement réel, donc c'est juste les nouveaux entrants. Pour FTX, en fait, le problème c'est qu'elle se comportait un peu comme une banque. Donc c'est une plateforme de trading, donc qui utilisait les cryptos comme comme drapeau, comme appât pour attirer les gens. Donc il faisait aussi du trading. Donc il s'est spécialisé dans le trading des cryptos actifs. Mais la question, c'est que FTX, ils proposaient quoi à leurs traders? Donc, si vous venez chez nous, vous pouvez trader avec des dollars, si vous voulez. Mais si vous utilisez notre stablecoin, notre propre crypto, FFT, je crois. FTT. Les FTT, vous aurez des avantages, des frais plus bas, etc. Donc, les gens, ils achètent ces FTT-là. Et donc, FTX aussi va créer des dépôts en FTT. Donc, va donner du levier à des traders, donc du levier en FTT pour qu'ils tradent. La question, c'est qu'on découvre après qu'une entreprise, Alameda Research, qui fait partie à l'environnement exact, FTX. Parce que FTX, en réalité, c'est plus de 150 entreprises. Donc, c'est vraiment un conglomérat d'entreprises, dont Alameda Research. Et en fait, on découvre qu'Alameda Research était pratiquement un market maker parfois 80% du volume des transactions de FTX. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Dès le moment qu'Alameda dit « je n'entre plus, je liquide mes positions », Binance aussi après, quand ils ont découvert qu'Alameda était dedans, donc ils liquident aussi leurs positions. C'est comme un bank run classique. Donc les gens commencent à se dire « est-ce que je vais récupérer mon argent ?» Donc ils liquident leur FTT. Et voilà qu'en fait, on découvre qu'FTX était complètement surexposé. Et non seulement ils créaient beaucoup de leviers pour leurs traders, mais ils empruntaient beaucoup pour pouvoir... Et avec comme collatéral à ces emprunts du FTT, justement. Exactement, qui était complètement vide. En fait. Donc, ce n'est pas vraiment un problème des cryptos classiques. Les cryptos classiques, c'est assez transparent même, disons. Les problèmes, en fait, c'est les plateformes. En fait, dans cette galaxie crypto, aujourd'hui, les problèmes en soi, même, il y a deux types de plateformes. Les plateformes centralisées et décentralisées, mais les problèmes les mêmes. C'est-à-dire, il y a le produit sous-jacent des Bitcoin, des Ethereum, des Tether, etc., qui normalement, donc pour les plus classiques, sont assez transparents, il n'y a pas d'arnaque. En fait, c'est juste des codes, etc. Ils sont tradés, donc certains peuvent permettre des contrats, des smart contracts. C'est le principe de la blockchain. Tout à fait. C'est transparent, on peut tout voir. C'est juste qu'on ne va pas trouver nécessairement le nom des personnes et tout ça. Et après, il y a les plateformes. Et ces plateformes-là, c'est comme dans les panoramas aussi classiques, traditionnels, conventionnels. Il y aura des gens qui vont vous promettre des rendements loufoques. Il y a des gens qui vont faire du levier à vitesse grand G, grand V. Et là, il faut s'inquiéter. Et voilà, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'avantage pour les marchés, c'est que FTX avait très peu de liens avec d'autres banques, avec d'autres plateformes. Donc, sa faillite reste quand même un peu concentrée sur elle-même. Mais à voir. Effectivement, l'AMF parce qu'elle donne des indices aussi sur d'autres plateformes. C'est ça, l'AMF a envoyé un courrier avant-hier, je crois, aux acteurs du monde des crypto-monnaies en France pour savoir s'ils avaient des liens éventuels avec Ils pourraient avoir des liens avec FTX et quelles pourraient être les conséquences. Vous êtes d'accord, Philippe, pour dire que c'est pas un schéma de Ponzi, le scandale FTX? Ça en est quand même un petit peu. Vous le pensez. Voilà. Alors, d'une part,
pour ceux qui participaient au financement de FTX, et je pense qu'il y a 1 million de clients qui ont investi dans FTX. Alors on leur promettait 8% de rendement sur les 5 000 premiers dollars investis et 5% sur les 5 000 suivants. Ou discount ou facilité pour le trading. Donc si vous vous accordez un discount, c'est-à-dire que vous reniez votre marge, ou si vous accordez une rémunération, il faut que vous la sortiez de quelque part. Donc effectivement là, ces rémunérations ou ces discounts étaient forcément financés par les nouvelles souscriptions, des gens qui ramenaient, Donc ça répond à la définition que vient de nous donner Gabriel du schéma de Ponzi. Alors là où ça commence à ressembler à Madoff, c'est que Madoff était insoupçonnable. Ah, ça, SBF non plus. Et SBF, c'était pareil. SBF, c'est le CEO, l'ancien CEO de. Voilà, Sam Bankman-Fried, qui est arrivé sur scène avec Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. D'ailleurs, je dois signaler que la directrice de la surveillance du risque du groupe FTX Alameda, parce qu'en fait les deux sont complètement confondus, ils sont dans les mêmes locaux, c'est pour dire. Et je dirais même que d'ailleurs la patronne de Alameda et SBF, ils étaient dans le même lit. Puisque c'est la petite amie. Donc la responsable du risque avait fait 2 ans chez JP Morgan comme responsable, ou en tout cas junior sur le contrôle du risque. Elle venait de sortir de l'université. Donc en fait, quand on regarde tout le staff de FTX et Alameda, je dirais c'est des espèces de postes ados, mais à qui toute la communauté crypto et même, on peut dire, l'établissement avait donné des gages de respectabilité. Sam était invité absolument dans toutes les grandes conventions concernant les cryptos. Il se vantait d'être venu au secours de projets qui auraient capoté sans son intervention. Alors ça n'a pas empêché Celsius ou Terra d'aller au tapis. On se demande d'ailleurs jusqu'à quel point le fameux Sam Bankman-Fried n'était pas impliqué dans certains de ces projets. Mais surtout là, quand on apprend qu'il finance à hauteur de 40 milliards la campagne des démocrates, là on se dit, ce gars-là, il est inattaquable. C'est-à-dire que FTX, c'est too big to fail, et le gars, il a trop de réputation aujourd'hui pour être soupçonné. Alors 40 milliards, vous y allez un peu fort. 40 millions, pardon. Et moi, j'ai même un chiffre qui est différent, qui est de 5 millions. Mais non, ça c'est que pour Biden. Ça c'est que pour Biden. C'est la campagne de Biden. Le milliard, pardon, le milliard, c'était ce qu'il avait éventuellement envisagé. Ouais, 40 milliards, c'est 40 millions, bien sûr. Et peut-être 1 milliard pour la future campagne de 2024. De 2024. Alors, il y a des précisions. C'est là, on reviendra sur ce point-là, parce qu'il y a quand même des précisions à apporter. Charles, est-ce que vous êtes d'accord pour dire... Ah, Charles n'est pas là. Du coup, écoutez, on va passer. Alors, effectivement, on va rebondir sur cette question-là, sur ce que venait de soulever Philippe, puisque, effectivement, on apprend que SBF a contribué à hauteur de 5 millions à la campagne de Joe Biden, 40 millions campagne des démocrates. Mais ce que l'on sait également, c'est qu'en fait, il a financé aussi la campagne des républicains. Et ce, pour 2 raisons. D'après ce qu'il dit, c'est un tweet qu'il a... 6 millions pour les républicains, 40 pour les démocrates. Les 40, on verra. Tout ça, c'est une question de chiffres. En tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est que, et ça, c'est ce qu'on comprend a posteriori, c'est qu'en fait, il a financé, non seulement côté républicain, les anti-Trump, mais aussi également tous les politiques qui pouvaient appuyer sa demande de régulation de l'environnement crypto-monnaie, puisque ça allait mettre des bâtons dans les roues de son principal concurrent, qui est Binance. Du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que la Maison-Blanche est dans l'embarras suite à cette annonce de financement de la campagne de 5 millions par SBF ? Ça peut être utilisé pour embarrasser un peu l'administration de Biden, mais franchement, aux États-Unis, c'est connu. Des doubles jeux comme ça, de financer les républicains démocrates, les entreprises, les grands patrons, les grands millionnaires, ils font ça tout le temps. Et Donald Trump lui-même avait financé les Clinton et c'était un des plus grands contributeurs aux campagnes des Clinton. Et maintenant, il les pourfend complètement. Mais donc c'est pas un scandale. Franchement, c'est pas scandaleux en tout cas. Et on va l'utiliser évidemment, on va jeter ça devant la porte de Biden, mais franchement, c'est ce qui se passe souvent en réalité. Juste un rappel pour ce qui s'est passé avec FTX, avec le fait que Sam Bankman-Fried il demande plus de réglementation, etc.
C'est parce qu'en fait, c'est ce qui se passe avec FTX. Donc il y a une petite dimension Ponzi, mais surtout, c'est que FTX s'est comporté comme une banque normale. Elle crée des dépôts. Et évidemment, elle n'a pas assez de réserves. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent peut-être comme réglementation? Ils veulent une banque centrale derrière eux. Comme ça, ils peuvent faire ça, ce genre d'action, et en ayant donc justement un prêteur du dernier ressort, bon, on va vous sauver, etc. Mais c'est ce qui va complètement à l'encontre de ce qu'on fait avec les cryptos. Théoriquement, on voulait décentraliser et éliminer justement toute intervention, parce qu'on considère que ces interventions-là, ce sont elles qui ont en fait déséquilibré les marchés et qui provoquent des bulles, comme on avait dit, pour l'histoire du immobilier ou d'autres choses. Philippe, c'est un scandale. C'est un scandale qui va éclabousser la Maison-Blanche. Je pense que des contre-feux vont être allumés et l'un des principaux, c'est effectivement FTX voulait plus de réglementation, c'est-à-dire que ces gens-là voulaient que l'État apporte la sécurité aux déposants. Alors maintenant, le déposant, quand il voit que FTX est immatriculé aux Bahamas, que Binance est immatriculé aux Caïmans, mais heureusement, ils ont créé une filiale dans le Delaware aux États-Unis, c'est-à-dire encore un paradis fiscal, ça donne vachement confiance. Bon, le vrai scandale, il va peut-être se produire lorsqu'on va s'interroger sur les souscriptions, la contribution de Zelensky à la plateforme FTX. Et là, la question se pose de savoir si on n'a pas du blanchissement d'argent, c'est-à-dire que Zelensky reçoit de l'argent, investi dans FTX, qui, à son tour, investit dans la campagne des démocrates. Là, je veux dire, il va falloir être très, très fort pour arriver à démontrer qu'il n'y a strictement aucun lien entre l'argent dont disposait Zelensky et le financement de FTX. Alors, maintenant, j'ai quand même une pensée émue pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent avec FTX. Je pense notamment à M. Pompliano, qui est une des stars de la promotion des crypto-actifs. Gisèle Bündchen, la top modèle, et Tom Brady, son mari, ils auraient investi jusqu'à 600 millions de dollars. Ça doit être, à mon avis, une bonne partie de leur fortune. Alors, est-ce qu'ils sont sortis avant la cata ou pas, je ne sais pas si... On verra bien. S'ils sont sortis avant, ça veut dire qu'ils ont été prévenus et qu'ils étaient probablement initiés. De toute façon, tout ça, il y a une enquête en cours, on verra. Oui, mais c'est pour vous dire ce que on parle de Gisèle Bündchen, on n'est pas... Voilà, c'est pas la place, quand même. C'est tout à fait la place, parce que c'était une influenceuse, et son mari également, c'était peut-être les premiers influenceurs, entre guillemets. Par contre, c'est ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'encore une fois, il y a déjà eu des scandales encore avec d'autres plateformes, c'est qu'en fait, voilà, c'est le grand problème, c'est qu'il y a une différence entre ce qui est la vraie nature des cryptoactifs et après, c'est ce qu'ils font les plateformes ou les grands personnages comme SBF, etc. Qu'en réalité, il y a beaucoup de promotions un peu loufoques, un peu de wishful thinking. Ok, vous allez avoir des rendements pratiquement garantis, ça va atteindre les 100 000 $ bientôt, ou des choses comme ça. Basé sur quoi? Il n'y a rien qui garantit ça. Et il y a beaucoup de pensées sectaires, donc des promotions sectaires aussi. Il y a beaucoup des religieux, des cryptos, et après, ils prennent n'importe quelle plateforme nouvelle qui arrive avec un tel discours un peu technique sur les technologies sous-jacentes et ils disent, oui, voilà, il faut faire attention, donc il faut écouter ces gars-là, etc. Et en réalité, pour les cryptos, comme pour n'importe quel actif traditionnel, il faut regarder les fondements. Est-ce que c'est justifiable ou pas? Où est le rendement réel? Est-ce qu'il est là? Oui, non. Quelle est la nature même de ces actifs? Et les gens ne font pas ça. Ils suivent tout simplement un mouvement de mode. Ouais, les influenceurs, les analystes tout influenceurs, finalement, on peut appeler comme ça. Charles, je vois que vous êtes revenu avec nous. Ça va être ma dernière question et pour Charles, mais si on ne l'a pas entendu, quand on arrive à l'entendre. Charles, du coup, pour vous, Ponzi, FTX, c'est du Ponzi ou pas? Bon, alors, est-ce que c'est vraiment du Ponzi, un peu du Ponzi? C'est un peu de tout ça, c'est surtout une véritable arnaque, comme l'essentiel de du fonctionnement de l'ensemble de ces plateformes qui sont complètement opaques,
qui ne publient pas de compte, qui agissent pour compte de tiers, qui agissent en tant que dépositeurs de fonds, qui font faire des pubs par des influenceuses au propos de type Nabila quand même, mais à l'autre fois, qui vous conseille comment placer votre argent et qui, soit dit en passant au passage, se fait condamner par l'AMF à 20 000 € d'amende. Tout simplement, elle sort de son rôle d'influenceuse, elle rentre dans le rôle de conseiller financier. Et là, c'est totalement autre chose, et c'est une profession régulée en France. Donc, si vous voulez, on est juste dans du n'importe quoi. Et comme l'a très bien justement dit Gabriel, il faut vraiment faire la distinction entre les cryptos en elles-mêmes, Bitcoin, l'Ether, etc. Bon, ça, c'est une chose dans les aspects techniques. Et puis, tout cet environnement économique, cet environnement d'entreprise, où vous avez absolument tous les critères de la fraude. Philippe vous a cité quelques-unes, comme les îles Caïmans, les îles des Bahamas. Bon, il a oublié Malte. Je pense qu'il était tout à fait au courant. Il a pris la liste à la préfère. Donc, toutes ces sociétés-là sont hébergées de paradis fiscaux, dans lesquels on ne publie pas de compte, dans lesquels on ne peut que très difficilement réaliser un procès. Bref, ça, c'est un délire complet. Les gens font des chèques à des sociétés qui ont à peine pignon sur rue, qui ne publient pas leurs comptes, qui sont gérés, Philippe, par des prestataires qui peuvent faire toutes les bêtises qu'on peut imaginer. Le tout sur très probable de blanchiment, d'escroquerie, en bande organisée, seul, pas seul, pas. C'est du délire complet. Ouais, c'est du délire complet. Si vous voulez aller mettre, allez-y. Je vous regarde. À vos risques et périls. À vos risques et périls. Juste, non, je suis dernier, rapide. Rapide. Et le problème de FTX, c'est qu'on se dit, est-ce que ça a un effet domino? Est-ce que ça peut affecter l'économie dans son ensemble, comme la faillite des subprimes? Je réponds probablement non. Mais là, par exemple, cette nuit, la plateforme de financement, justement, de projets crypto, BlockFi, qui, alors là, on va dire, était quelque chose qui était pris au sérieux, qui n'était pas vraiment soupçonné d'être frauduleux. BlockFi, c'est japonais, et BlockFi a déposé le bilan cette nuit. Donc jusqu'où va aller effectivement l'effondrement de tout ce qui participait au financement de l'écosystème crypto? Je ne parle pas effectivement des cryptos en tant que tels, mais tout ce qui était financement, projet, etc. Là, on découvre chaque jour que les tours tombent les unes après les autres. Ouais, juste pour conclure vite, c'est ce qu'on voit avec tout ça, c'est que là, donc dans un marché un peu déréglementé théoriquement, voilà, c'est ce qu'on voit que le marché en soi, le grand marché, il fonctionne très bien. Hein. C'est-à-dire, on a découvert les problèmes, on a découvert ces arnaques-là, et on le punit tout de suite. Effectivement, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, mais même dans le marché réglementé, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent en 2008, en 2000 et avant. Mais là, ils perdent de l'argent et ils disparaissent après ces gens-là. Tandis que quand il y a beaucoup de réglementations, parfois on va créer des réglementations pour faire perdurer un système qui en fait ne marche pas. Et là, on voit que le marché a puni tout de suite ces acteurs-là. Ils vont continuer à être punis. Et en fait, ces problèmes de FTX vont jeter la lumière sur d'autres acteurs et que probablement, peut-être, certains vont tomber, d'autres non, on va voir. C'est ça, en fait, ça annonce une véritable purge du monde des crypto-monnaies. Tous les acteurs litigieux, un peu sombres. Tout à fait. Il n'y a pas peut-être des liens avec d'autres parties du marché financier. Néanmoins, peut-être que ces parties arnaques compartimentalisées seront révélées. Eh bien, écoutez, on verra bien, on l'espère pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette première de cette nouvelle émission. Venez, on va s'expliquer. Aujourd'hui, donc pour cette première, j'étais accompagné de Philippe Béchat, Philippe, rédacteur en chef des publications Agora et de la Lettre des Affranchis. Merci Philippe. J'étais également accompagné de Gabriel Jiménez-Roche, professeur associé à Neoma Business Schools. Merci beaucoup, Gabriel. Et de Charles Sana, Charles, éditorialiste et économiste pour le blog insolentiae.com. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Pour ma part, je vous souhaite également une très bonne journée, et je vous donne rendez-vous demain à 8h55 pour une nouvelle édition du live de TV Finance. Très bonne journée sur TV Finance.